Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Point de vue, c'est votre émission sur JRFM. Vous êtes en train de nous suivre à travers toute la planète. Aujourd'hui, nous parlons réforme judiciaire et révision constitutionnelle avec Arnaud Bombolo, comme à Kinshasa. Voilà donc, Arnaud Bombolo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre préoccupation. Nous sommes là pour plus ou moins une demi-heure d'interview. Et nous allons justement passer en revue tout d'abord la question des réformes judiciaires. L'actuel ministre garde des Sceaux, Constant Moutamba, entrevoit des réformes. Il a entrepris sur le plan des recettes, pour ne parler qu'en chiffres, 444 millions de dollars de francs congolais, soit un peu plus de 193 000 dollars américains contre des recettes 48 000 avant son entrée en fonction. Et il entend entamer des réformes sur le plan judiciaire, d'autant plus qu'il y a beaucoup de vices dans ce secteur. Et comme dit-on, la justice élève les nations, mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il y a opportunité et urgence des réformes judiciaires dans notre pays? Merci beaucoup, messieurs les journalistes de m'avoir invité pour que je partage ma petite connaissance avec la planète, avec tous ceux-là qui vont nous suivre en ce moment. Et je salue également les Congolais qui sont en ligne, qui sont en train de nous suivre, ainsi que toute l'équipe de votre chaîne. Partant de la question sur les réformes judiciaires, de prime abord, ce que je veux dire est que le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, n'a pas commencé avec les frais de justice qui peuvent être payés à la banque. Les frais de justice sont toujours payés à la banque depuis longtemps, parce que nous qui sommes avocats de la profession, si vous ne payez pas les frais de justice et qu'il n'y a aucune preuve de paiement sur le dossier ou sur la part du dossier dont vous dépendez, le juge va décréter une fin de nos procédures. Donc, dès lors que vous voyez les juges rendre des décisions quant au fond, c'est-à-dire que les justiciables ou les avocats payaient effectivement les frais de justice, les frais de consignation, ainsi que l'enrôlement du dossier. Donc, ce que le ministre de la Justice a fait, il a juste canalisé les frais de justice qui, hier, s'est payé, par exemple, d'une manière disparate, et lui est venu, il a canalisé pour permettre maintenant au trésor public d'encaisser beaucoup d'argent au lieu que certains greffiers puissent utiliser habituellement ces fonds-là. Maintenant, lui a canalisé en fait de permettre à la justice de récupérer ne fût-ce que l'argent. Donc là déjà, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas avec le ministre de la Justice qu'on a commencé à payer les frais de la justice à la banque. Les frais de justice ont toujours été payés à la banque. Donc là déjà, il y a mise au point que j'ai voulu faire. Maintenant, partant des réformes judiciaires, effectivement, notre pays nécessite des réformes judiciaires et des réformes qualitatives et profondes. Pourquoi je le dis? Parce que au jour d'aujourd'hui, vous venez de dire que la justice élève la nation. Mais la justice ne peut jamais élever la nation si cette justice-là n'est pas basée sur les bons principes. Les bons principes, c'est que nos juges actuellement, on peut beau parler de nos juges, on peut reprocher nos juges, effectivement que les juges ont leur part de responsabilité, mais la grande responsabilité incombe d'abord à l'État congolais. Parce que c'est l'État congolais qui engage les juges. C'est l'État congolais qui fait en sorte que les juges ou les magistrats soient clochardisés. Les juges ne sont pas bien payés. Leurs conditions de travail, ils ne travaillent pas dans de très bonnes conditions. Vous allez voir au niveau des différents parquets, si vous parcourez les parquets, vous allez constater qu'un petit local qui peut contenir un seul magistrat, mais en son sein, il y a 4 ou 5 magistrats. Là, la faute n'incombe pas au juge. Là, la faute incombe à l'État parce que l'État n'arrive pas à permettre aux juges de travailler dans de bonnes conditions. Donc, voilà pourquoi, avec tous ces éléments-là,
La justice nécessite effectivement des réformes et des réformes qualitatives et profondes. En ce qui concerne, par exemple, la nomination des magistrats, cette question doit être révisitée au plus vite possible. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons les trois pouvoirs classiques, c'est-à-dire les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs, selon Montesquieu, ces pouvoirs-là, chacun doit travailler avec une autonomie pour permettre à un pouvoir de contrôler l'autre pouvoir. Et nous sommes dans la collaboration entre les pouvoirs, entre les institutions. Mais dans notre pays, vous allez voir que le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir exécutif qui nomme le pouvoir judiciaire. Si vous lisez, si vous parcourez la constitution de notre pays, vous allez voir que c'est le président de la République qui nomme les magistrats. Or, le président de la République étant membre de l'exécutif, lui ne pouvait pas en principe nommer les magistrats parce que les magistrats qui sont censés dire les droits, qui sont censés même les contrôler, qui sont censés même contrôler les actes. Parce que si je prends la magistrature comme un corps, qui peut même contrôler les actes administratifs qui seront pris par le président de la République. Mais comment le même président de la République, qui en principe voit ces actes administratifs être sanctionnés par les juges et que lui-même nomme par une ordonnance ces juges-là. Donc, déjà là, les juges ne seront pas indépendants. Les juges vont devoir rendre compte ou soit faire plaisir à celui qui nomme. Selon le principe, celui qui nomme et celui qui révoque. Donc, quant à moi, s'il y aura des réformes, la première réforme, que les magistrats soient nommés par les conseils supérieurs de la magistrature, qu'il y ait élection en son sein. Pour la nomination des nouveaux magistrats, le président du conseil supérieur de la magistrature puisse commencer à nommer les magistrats au lieu que le président de la République puisse nommer les magistrats. Parce que le président de la République est membre de l'exécutif. Comment un membre de l'exécutif peut choisir le pouvoir judiciaire, les membres du pouvoir judiciaire? Là, déjà, le pouvoir judiciaire sera inféodé au pouvoir exécutif. Ça, c'est de 1. De 2, vous allez voir que le ministre de la Justice, là, si vous lisez l'article 10 du Code d'organisation des compétences judiciaires, le nouveau Code OCJ, vous allez voir que le ministre de la Justice a une injonction sur le magistrat du parquet. Or, le magistrat du parquet est à la recherche de l'infraction. Lorsqu'il constate qu'il y a une infraction qui est commise, lui va arrêter et, partant de son pouvoir d'appréciation, il peut soit continuer l'instruction ou soit fixer les dossiers, même classer les dossiers sans suite. Mais lorsque le pouvoir d'injonction est du ministre de la Justice, là maintenant, le ministre de la Justice va commencer à sélectionner les dossiers que le magistrat du parquet va commencer à instruire si rapidement. Par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'affaires politiques dans notre pays qui sont aujourd'hui poursuivies par les magistrats du parquet sur injonction du ministre de la Justice. Sur injonction, par exemple, du pouvoir exécutif, parce que le ministre de la Justice fait partie du pouvoir exécutif. Donc, vous allez voir qu'il y a certains opposants dans notre pays qui sont poursuivis sur injonction du pouvoir exécutif. Alors, si vraiment nous voulons une justice juste, une justice basée sur les valeurs, je pense que là, les réformes doivent se faire pour rendre le magistrat autonome en fait de bien dire les droits. Donc, il doit y avoir la révision de certaines lois, entre autres la Constitution, parce que c'est la Constitution de notre pays qui prévoit la nomination de magistrats par le président de la République, et qu'on a même placé le président de la République comme étant le magistrat suprême. Les gens peuvent dire que le magistrat suprême, c'est une fonction administrative. Bien sûr que c'est une fonction administrative, mais c'est aussi un titre honorifique pour un président de la République. Comment un président de la République, membre de l'exécutif, peut être un magistrat suprême? Parce que le magistrat suprême a
un regard sur le magistrat qui ne sont pas suprêmes, parce que c'est lui qui est le magistrat suprême. C'est une fonction ou rôle administratif ou une fonction administrative, mais cette fonction administrative-là impacte sur le bon fonctionnement de la justice. Donc, nous devons aussi enlever, nous devons aussi enlever les casquettes au président de la République, d'être le magistrat suprême, donc qui ne peuvent plus nommer le magistrat, qui ne révoquent non plus également le magistrat. Mais néanmoins, l'État congolais, par le mécanisme qui va être mis en place, va devoir contrôler le magistrat, enfin, de bien les nommer, et puis, le cas échéant, les payer convenablement leur salaire et de permettre également aux magistrats de travailler dans de bonnes conditions. Donc, moi, je pense que les réformes doivent se faire, effectivement, mais pas n'importe quelle réforme, des réformes qualitatives et profondes qui peuvent amener notre pays au développement que le peuple congolais attend. Oui, justement, le peuple congolais a besoin d'une justice juste. Et les pratiques anciennes, à l'arrivée de l'actuel ministre Moutamba, donnent un peu de la plume à la population de l'aura sur le ministre lui-même. Il applaudit, mais lorsque le ministre a été attaqué au poison, donc cela révèle que les magistrats ont été touchés, c'est-à-dire le ministre a touché à la mafia, au cœur de la mafia, au sein de la magistrature. Selon vous, c'est juste? Non, non. Moi, en tant qu'avocat professionnel, je ne peux jamais, je ne peux jamais dire que le magistrat ont empoisonné les ministres de la Justice. Parce que d'abord, je ne sais même pas si ce fait-là est vrai ou faux. Mais le ministre nous a dit, partant d'un communiqué, qu'il serait empoisonné. Mais l'origine de son poison, jusque-là, ne nous a jamais été dévoilée. Et qu'il a fait seulement 3 jours pour se faire soigner. On ne comprend pas si réellement il a été empoisonné ou pas. Mais partant de son communiqué, nous croyons de ce qu'il avait dit. Alors, vous savez, si au jour d'aujourd'hui, on parle de mafia à la magistrature, mais qui a fait en sorte que le magistrat soit des mafieux? Mais c'est l'État congolais. L'État, au jour d'aujourd'hui, paye le magistrat combien? Les magistrats ne touchent absolument rien du tout. Ils sont dans des 2 millions de francs congolais. Donc, un magistrat n'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur. Lorsque les pouvoirs payent les députés nationaux, des gens qui n'ont rien dans leur tête, ils sont payés convenablement, avec une enveloppe colossale. Pourquoi pas aussi payer le magistrat, nos juges, un bon salaire? C'est-à-dire c'est l'État congolais qui fait en sorte que ces magistrats soient des mafieux. Alors, lui, en tant que ministre de la Justice, oui, il peut dénoncer, mais il ne peut jamais se limiter qu'à dénoncer. Il doit également mettre des mesures en place pour permettre aux juges, aux magistrats d'être bien payés. Par exemple, il y a le budget exercice 2025 qui a été déposé. Est-ce que le salaire des magistrats est augmenté? Jusque-là, non. C'est-à-dire le magistrat reste toujours dans son salaire là, reste toujours dans son salaire médiocre. Alors, un magistrat n'est pas un petit monsieur. Vous voulez qu'un magistrat commence à louer une maison, une chambre à salon? Non, c'est un grand monsieur. Il doit être dans de très bonnes conditions. Alors, qui doit placer les magistrats dans de bonnes conditions? Ce n'est pas eux-mêmes les magistrats, c'est l'État congolais. Alors, lorsque l'État congolais n'arrive pas à placer les magistrats dans de bonnes conditions, les magistrats vont faire quoi? Vont recourir à des pratiques illicites. Alors, maintenant là, c'est une interpellation, non seulement aux magistrats, mais également au pouvoir public. Parce que c'est l'État congolais qui engage les magistrats. Si un magistrat qui est engagé par l'État est mafieux, c'est-à-dire que l'État lui-même aussi est mafieux, c'est-à-dire nous sommes dans un État de mafia, nous sommes dans un État de mafieux. Nous ne sommes pas dans un État sérieux, la RDC. Nous ne sommes pas dans un État sérieux, nous sommes dans un État de mafieux. Alors, face à cela, il faudrait que chacun prenne sa responsabilité.
que les magistrats disent bien les droits et que l'État congolais également paye convenablement les magistrats. Alors, face à tout ça, ça va permettre à ce que la justice soit bien dite dans notre pays. Mais si nous continuons seulement à dénoncer, rien que pour dénoncer contre les magistrats, mais dans l'entretemps, leurs conditions sociales ne sont pas améliorées, leurs conditions de travail ne sont pas améliorées, leurs modes de vie ne sont pas améliorés, je ne pense pas que la justice sera bien dite dans notre pays. Pour que la justice soit bien dite, il faudrait d'abord que leurs conditions, les conditions de vie des magistrats soient améliorées, enfin maintenant que l'État congolais puisse contrôler tous les actes qui commenceront à être posés par les magistrats. Dans le cas contraire, ça serait juste une façon de distraire l'opinion par des communiqués bidons et pendant que la justice va faire des Donc ici, j'interpelle également le ministre de la Justice, parce qu'il n'est pas seulement le ministre de la Justice, mais il est le ministre de garde des Sceaux. Alors, comme ministre de la Justice et garde des Sceaux, qu'est-ce qu'il lui doit faire pour permettre aux juges de bien dire les droits, aux juges, ou soit au service judiciaire, de bien certifier les pièces, c'est-à-dire qu'il doit mettre en place des services ou des réformes rigoureuses pour permettre à l'État congolais d'avancer et puis de valoriser davantage la magistrature. Parce que c'est le même magistrat qui ont été engagés par l'État congolais. C'est le même magistrat qui sont payés malgré que leurs salaires sont modiques, mais ils sont payés par l'État congolais. Donc, effectivement. Donc, alors, justement, à propos... Oui, je disais donc, vous avez bien fait de souligner les réformes institutionnelles qu'il faut avoir lieu, des réformes organisationnelles qui doivent s'accompagner des améliorations matérielles, des conditions de vie des magistrats. Alors, il y a actuellement la question du désengorgement des prisons de notre pays. Il y a une réforme judiciaire qui doit être également pénitentiaire, qui doit s'inscrire également dans l'ordre du jour des réformes judiciaires, n'est-ce pas, Arnaud? Oui, effectivement. Maintenant, prenons les cas de désengorgement de nos prisons. Pour mieux désengorger les prisons dans notre pays, il ne faudrait pas laisser les Koulouna libres. Parce que je vous donne un cas. Le ministre de la Justice, avant-hier, a pu libérer certains prisonniers. Quant à lui, il a constaté que leur fait, c'était des faits bénins. Est-ce qu'un ministre de la Justice peut désengorger la prison sans la magistrature? Parce que les magistrats, ce sont eux qui envoient les détenus. Là, maintenant, je suis pour le magistrat de parquet. Les magistrats de parquet sont là pour envoyer l'inculpé en détention. Or, le lieu de la détention dans notre pays, c'est où? C'est la prison centrale de Makala. Le rôle des magistrats, ce n'est pas de construire des prisons. C'est à l'État congolais, c'est au ministre de la Justice de construire des prisons, Ce n'est pas aux magistrats. Ce n'est pas également aux magistrats de construire des centres de détention préventive sur toute l'étendue du pays. Au jour d'aujourd'hui, la RDC n'a pas un centre de détention préventive, ce qui est grave pour le pays. Les centres de détention préventive, c'est la prison. Or, la prison centrale de Makala, ou la prison, ne peut pas être confondue à un centre de détention préventive. Qu'est-ce que le ministre de la Justice a fait depuis qu'il est là? Pour permettre au parquet d'avoir des centres de détention préventive sur toute l'étendue du pays. Nous sommes dans chaque ressort du parquet. Comme ici à Kinshasa, nous avons des ressorts du parquet, des parquets généraux, de Kinshasa comme ainsi que de Kinshasa Matin. Qu'est-ce que le ministre de la Justice attend pour commencer à construire les centres de détention préventive sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa? Parce que Kinshasa n'a que des ressorts, Matete ainsi que Gombe. Cela ne relève pas de la compétence des magistrats de construire des centres de détention préventive. Il y a plus aussi des corrections. C'est à l'État congolais de construire. Maintenant, lorsque l'État congolais
n'arrivent pas à construire. Maintenant, les magistrats vont commencer à placer les inculpés où? Toujours dans la prison. Cette prison-là a été construite pour 15 000 personnes seulement. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans... A été construite pour 1500 personnes, pour 1500 personnes. A été construite en 1957 pour 1500 personnes, oui. Pour 1500 personnes, oui. Pour 1500 personnes. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la prison centrale de Makala regorge combien de prisonniers? Donc, lui-même, les ministres... Selon les statistiques, à 15 000. Oui, maintenant, les 15 000 là, dans les 15 000, vous allez voir qu'il n'y a que 3 000 ou 2 000 qui sont condamnés, mais les 12 000 autres, ce sont des détenus. Ce sont des détenus. Or, si l'État congolais avait construit des centres de détention préventive, cela allait permettre aux magistrats d'évoluer si rapidement avec les dossiers, c'est-à-dire d'instruire soit en charge ou à décharge lorsque l'infraction est établie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut fixer directement les dossiers au tribunal pour que la personne soit condamnée en fait de purger sa peine. Mais comme tout cela n'est pas dans notre pays, il n'y a pas de centre de détention préventive, il n'y a rien du tout. Le magistrat, lorsqu'il met quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, il met un inculpé sous mandat d'arrêt provisoire, il va l'envoyer où? Toujours à la prison centrale de Makala. Or, la prison centrale de Makala n'est pas un lieu de la détention. C'est un lieu où un prévenu condamné par un jugement qui est devenu irrévocable peut purger sa peine. C'est-à-dire la prison a pour rôle la rééducation ou résocialisation du délinquant dans la société. Mais au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, est-ce que la prison joue-t-elle son rôle? Je dirais non. Dans notre pays, la prison a lamentablement échoué. Voilà pourquoi moi j'ai toujours parlé de la problématique de l'échec de la prison dans notre pays. Alors, si vous voyez cet échec-là de la prison dans notre pays, vous allez voir d'abord au sein de la prison de Makala, vous allez constater que d'autres prisonniers commencent à condamner les autres, pendant qu'eux tous sont des condamnés par des jugements. Du côté des Arnaud, j'espère que ça va. Alors, je parle de la prisonisation des prisonniers dans des prisons. Donc, vous allez voir que la prison a lamentablement échoué dans notre pays. Vous allez constater que la prison ne joue pas son rôle dans notre pays. Alors, le désengorgement de la prison dans notre pays risque de créer encore un autre désordre dans le pays. Pourquoi? Parce que le ministre de la Justice désengorge les prisons sans pour autant consulter les magistrats. Sans pour autant consulter les magistrats. Sans pour autant permettre à ce que le magistrat soit impliqué pour voir si réellement telle personne a été inculpée pour quel fait. Donc, vous allez voir que le ministre de la Justice crée l'insécurité sociale dans le pays. Je vous donne un exemple. Il vient de désengorger la prison de Makala. Il n'y a même pas des jours. Mais parmi les gens qui sont arrêtés cette nuit, dans les différents sociaux du pays, mais vous allez voir que, disons de Kinshasa, vous allez voir que ce ne sont que les Koulouna que lui a permis à ceux qui soient libres. Selon vous allez voir que la plupart. Allô? Alors oui, il y a eu un petit souci de votre côté pour la connexion. Donc, selon vous, déjà qui ont été ces dernières 24 heures dans les amigos de la police, ils sont les mêmes qui ont été sortis hier de la prison? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a même une vidéo qui est devenue virale. Donc, vous allez voir que le ministre de la Justice, lui, pense que ce qu'il fait, ce sont des réformes. Là, ce ne sont pas des réformes. Ce que lui aurait dû faire, c'est de convoquer les états généraux sur la justice. On fait qu'ensemble avec le magistrat, qui voit qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer?
Et ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela marche? Mais lui, maintenant, dans son coin, commence à prendre des décisions unilatérales qui risquent encore de plonger la vie de Kinshasa dans une insécurité totale et que lui-même ne sera pas à mesure de mettre en place. Donc, moi, ce que je peux dire, il faut reconnaître. Réforme. Oui. Oui. Des réformes sont nécessaires. Donc, je voulais souligner le fait que dans les actes qui vont être reproduits par ceux qui ont été détenus, il n'y a pas que l'État qui a, disons, il y a aussi les rôles de la famille, de la communauté. Et bien entendu que l'État continuera à jouer un rôle central si l'État une brève pause en attendant justement de reprendre dans quelques instants. Et on va lier justement cette question de réforme judiciaire ou pénitentiaire à un problème peut-être de révision constitutionnelle si elle est opportune. Point de vue. Point de vue. Point de vue. Point de vue. Nous reprenons dans la deuxième partie avec vous, Arnaud Bombolo. Vous êtes chercheur en droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Tout à l'heure, on venait de parler de l'urgence ou l'opportunité des réformes judiciaires, réformes pénitentiaires qui vont justement être accompagnées ou vont influer sur les réformes ou la révision constitutionnelle. Alors, parlons-en, la révision constitutionnelle à l'ordre du jour. Est-ce une nécessité? Oui, partant de cette question sur la révision constitutionnelle, d'abord, ce que je peux dire est que la révision constitutionnelle est d'abord constitutionnelle. C'est prévu par la Constitution. Il y a des matières qui peuvent faire l'objet de la révision et il y a des matières qui sont intangibles prévues par l'article 220 de la Constitution. Parlons sur les matières qui peuvent faire l'objet de la révision. Sur les matières qui peuvent faire l'objet de la révision, c'est entre autres la nomination de magistrats par le pouvoir exécutif, qui est le président de la République. Je l'ai dit au début de l'émission. Notre constitution actuelle, j'ai toujours qualifié l'actuelle constitution d'une constitution illégitime. C'est une constitution qui n'a pas été élaborée par un parlement ayant reçu mandat du peuple pour élaborer cette constitution. La constitution actuelle est le fruit de la belligérance et de la délinquance de la classe politique congolaise. En Sun City, le rebelle, les gens qui ont le sang des Congolais sur leurs mains, les gens qui ont le sang des Congolais, les gens qui ont pillé les Congos, les gens qui ont tué les Congolais, ce sont ces gens-là, avec le gouvernement sous la bénédiction de la communauté internationale, ce sont eux qui se sont retrouvés dans un restaurant ou dans un milieu en Afrique du Sud pour nous produire une constitution. La constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011. Et vous allez vous rendre compte que cette constitution, c'est une constitution tellement lacunaire, une constitution impure, une constitution satanique, une constitution qui ne reflète pas la réalité ainsi que la vérité institutionnelle et historique de notre pays. Cette constitution, lisez seulement l'article 1 de la constitution. Vous allez voir que l'actuelle constitution ne parle même pas de la forme républicaine de l'État. Lisez l'article 1. Donc nous sommes un pays où sa constitution a omis la forme républicaine de l'État. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, vous voyez que le pays ne fonctionne pas
correctement. Pourquoi? Parce que la Constitution n'a pas dit expressis verbis de la forme républicaine de l'État. L'actuelle Constitution, cette Constitution a été élaborée pour les intérêts d'un groupe, c'est-à-dire les gens qui étaient dans la belligérance. L'actuelle Constitution. Comment une Constitution peut omettre la forme républicaine de l'État? Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, les provinces sont abandonnées. Pourquoi? Parce que la Constitution de notre pays ne nous a pas dit quelle forme que le pays a pour permettre son bon fonctionnement. Et nous recourons maintenant à la doctrine. La doctrine nous parle du régionalisme constitutionnel. Or, le régionalisme constitutionnel ne peut pas être confondu à la forme républicaine de l'État. Le régionalisme constitutionnel, c'est le mécanisme pour permettre au pays d'avoir la séparation des pouvoirs et des compétences entre les pouvoirs centraux ainsi que les provinces. Or, là, ce n'est pas la forme républicaine de l'État. Là, ce sont les mécanismes du bon fonctionnement du pays. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale. Et cette confusion-là ne permet pas au pays d'avancer, ne permet pas au pays de décoller, ne permet pas au pays d'avoir des institutions stables. C'est partant de cette constitution. Une constitution tellement confuse. Il y a beaucoup de confusion dans cette constitution. Alors, face à cela, s'il faut penser ou mener les débats sur la révision constitutionnelle ou même les changements de la Constitution, moi je dirais que ce débat est le bienvenu et c'est le moment opportun de débattre sur le devenir de notre pays. Parce que cette constitution illégitime, qui n'a pas été élaborée par un parlement ayant reçu mandat du peuple, la constitution illégitime engendre quoi? Et les institutions illégitimes. Voilà pourquoi, à chaque cycle électoral dans notre pays, il y a toujours des contestations. Il y a des présidents élus qui n'est pas proclamé, et il y a un président nommé qui est proclamé. Donc, vous allez vous rendre compte que l'illégitimité de nos institutions ainsi que ses animateurs provient d'abord de vous soulignez que... Donc, l'illégitimité des institutions ainsi que ses animateurs provient d'abord de la Constitution qui est illégitime. Alors, face à ça, peut-on continuer avec l'illégitimité de cette Constitution qui nous engendre que les institutions illégitimes? Là, scientifiquement, nous disons non. Nous devons avoir une constitution légitime qui va engendrer les institutions légitimes pour permettre au pays de décoller. Sans cela, le pays sera toujours dans des cet soucis état. de Pourquoi? Parce que connexion. la constitution qui est la loi mère, c'est une constitution illégitime. Alors, toutes les institutions, de 2006 à nos jours, sont illégitimes. Pourquoi? Parce que la constitution qui
va mettre en place ces institutions sont illégitimes. Alors, nous devons avoir une constitution légitime. Mais par quel mécanisme? Oui, Par c'est ça quel justement la mécanisme? grande question. Voilà. Oui, Arnaud, Voilà. Arnaud, c'est là justement la question de la nécessité. Si on doit commencer à récuser la Constitution du fait de n'avoir pas été rédigée par les élus, mais on sait qu'on a eu autant de législatures, de députés, des ministres, des premiers ministres, des chefs de gouvernement et des chefs d'État et des députés même. Alors, on va continuer finalement à crier sur l'illégitimité. Est-ce que l'opportunité aujourd'hui y est? Est-ce que les problèmes qui freinent le développement du pays est-il lié à la question de l'élaboration de la Constitution par les non-élus? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui fixe les principes pour le décollage d'un pays. C'est la Constitution. Et lors déjà que vous avez une Constitution qui ne donne pas les principes du développement au pays, comment le pays va être décollé? L'illégitimité dont je parle, en 2006, nous avions connu une élection chaotique dans ces pays. Jean-Pierre Bemba n'a jamais reconnu sa défaite face à Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que lui-même était pris par sa propre turpitude. Ils sont allés en Seine-City pour nous élaborer une constitution illégitime. Et il était la première victime de cette illégitimité-là de la Constitution. En 2011, Étienne Tshisekedi, de mémoire, n'a jamais reconnu sa défaite face à Joseph Kabila. Les députés qui ont été entre guillemets, ou qui sont au Parlement, mais sur 500 députés, il y a toujours 350 ou 400 députés nationaux qui sont nommés par la CENI. Or, la CENI provient d'où? Par la Constitution illégitime. Donc, vous allez voir qu'en 2018, une élection tellement chaotique, dont les résultats, jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque candidat ne connaît pas ses propres résultats. Il y a une contestation dans ces pays. Martin Fayoulou se disait président élu, mais non proclamé par la CENI, et que le président Tshisekedi serait un président nommé par la CENI et proclamé par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que la Constitution est illégitime. Voilà pourquoi les institutions qui sont issues de cette Constitution-là sont également illégitimes. Alors, la nécessité du changement, d'ailleurs, moi, je ne parlerai même pas de la révision, ou même du changement. Moi, je parle de la révolution constitutionnelle, qui est définie comme un changement qualitatif et profond par le peuple, pour permettre au pays d'avancer. Lorsque les uns parlent de la révision, les autres parlent du changement, moi, je parle de la révolution constitutionnelle. Le peuple congolais doit se mettre debout pour demander au président de la République, qui est également illégitime partant de la Constitution, de commencer d'abord à dissoudre les parlements, notre parlement actuel. Parce que c'est un parlement illégitime, issu d'un fruit de consensus entre les acteurs. L'union sacrée, ou la majorité parlementaire, ou la majorité qui sera acquise au président de la République doit avoir 350 députés et laisser les 150 autres opposants. Donc là, c'est une majorité consensuelle. Ce n'est pas une majorité légitime. Or, la majorité consensuelle se diffère toujours à la majorité légitime. La majorité légitime, c'est une majorité qui est issue de la volonté populaire. Tandis que la majorité consensuelle, c'est une majorité issue de la volonté des acteurs politiques. C'est le cas avec le pays. Alors, si nous changeons la Constitution et que nous laissons des vides et que le peuple n'est pas alpha et oméga, mais nous risquerons encore de tomber dans le même piège qu'avec cette Constitution. Voilà pourquoi moi je parle de la révolution constitutionnelle. Cette révolution-là viendra par le peuple. Le peuple va se mettre debout pour demander au président de la République de dissoudre les parlements ainsi que les assemblées provinciales.
pour convoquer maintenant un corps électoral pouvant permettre au pays d'avoir des élus légitimes. Là maintenant, on peut créer ou on peut avoir un acte constitutionnel de la transition même d'une année, c'est-à-dire on déclare la transition sur toute l'étendue du pays, on met en place un acte constitutionnel qui va permettre en sorte que les députés qui seront élus par le peuple et proclamés vont maintenant avoir l'unique mission dans ces 5 ans de nous élaborer une constitution. Là, le peuple a décidé, c'est-à-dire Alpha, le peuple a décidé, et comme Oméga, après avoir élaboré la constitution, cette constitution-là doit être faite l'objet d'un référendum. C'est-à-dire le peuple va accepter par les référendums. Donc vous allez voir que le peuple dans la démocratie, il est alpha et oméga. Mais partant de la constitution actuelle, le peuple n'était pas alpha. Le peuple, on a fait intervenir le peuple, c'est ce que moi j'ai toujours qualifié d'un plébiscite constitutionnel et non d'un référendum. Parce que le peuple, en 2005, le 5 décembre 2005, le peuple ne connaissait pas les bien fondés de cette constitution. On n'avait pas expliqué au peuple les bien fondés de cette constitution-là. D'ailleurs, à l'époque, parce que j'en fais partie des gens qui ont été recrutés par la Fondation Hirondelle, pour soit convaincre le peuple ou pas, à ne pas ou à voter la constitution actuelle. Et moi, j'étais parmi ceux-là qui pensaient que le peuple ne pouvait pas voter cette constitution. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'actuelle constitution nous a produit quoi, si ce n'est que des contestations après élection. Donc, la nécessité de la révolution constitutionnelle dans notre pays. Oui, donc, vous voulez une révolution constitutionnelle, mais peut-être une zone d'éclairage, par quel mécanisme on va organiser les référendums? Quelle CENI? La CENI actuelle ou il faudra créer une autre CENI? Qui va la créer? Voilà. Les référendums. Vous savez, sous d'autres cieux, la CENI en soi, comme une institution d'appui à la démocratie, n'existait pas. Pourquoi? Parce que les institutions de l'État sont purement démocratiques et ce sont les organes étatiques qui organisent les élections. Si dans notre pays, on avait placé la CENI, c'est parce qu'on n'avait pas confiance aux institutions. Or, la CENI elle-même, comme étant institution prévue par cette constitution, fait l'objet également d'une contestation partant de son fonctionnement, des désignations de ses membres, ainsi que le fonctionnement et même l'organisation des élections dans notre pays. La CENI a lamentablement échoué. Donc, nous pouvons également, mettre de côté cette institution-là, la CENI, de laisser des secrétaires généraux, des secrétaires généraux, à l'occurrence, le secrétaire général de l'Intérieur, de nous organiser les référendums. Là, on quitte même le ministère. C'est-à-dire, toutes les institutions tombent. On recommence à Bobo et on fait asseoir l'administration congolaise, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le secrétaire général de l'Intérieur, il a ses services de nous organiser des élections crédibles, ou soit, oui, les élections anticipées crédibles, pour permettre maintenant aux députés qui seront élus de nous produire une constitution légitime. Donc, quant à moi, pas avec la CENI. On ne peut plus continuer avec la CENI. On ne peut plus continuer. D'abord, la CENI, c'est une institution budgétivore qui ne produit absolument rien dans notre pays. Kadima vient de recevoir plus de 1 milliard de dollars pour nous organiser les élections ici en 2023. Mais la CENI a manqué même la mobilité pour transporter les titres électoraux. Mais avec les 1 milliard de dollars, qu'est-ce que Kadima a fait avec? Bon, avec ces 1 milliard-là, on pouvait bien construire les routes sur toute l'étendue du pays
même relier nos provinces avec les 1 milliard de dollars. Mais la politique a jeté cet argent parce qu'il fallait que Kadima organise des élections bâclées et de proclamer, parce qu'il y avait déjà un vainqueur qui a été connu, qui devrait avoir sa majorité parlementaire, et il fallait que Kadima vienne, tromper le peuple congolais, pour plébisciter carrément le président actuel. Alors, avec la CENI, une institution qui ne produit absolument rien, une institution budgétivore, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre en la veilleuse cette institution-là, la CENI, et laisser le secrétaire général de l'Intérieur, parce que l'administration est apolitique, tandis que la CENI est politique, parce qu'en son sein, il y a des acteurs politiques. Donc, la CENI n'est pas politique. La CENI est politique. Kadima fut un membre de l'UDPS. Il est président de la CENI. Maintenant, il ne sera pas indépendant. Il va faire la volonté de son parti politique, qui est l'UDPS. Et là, c'est clair. Son premier vice-président, si lorsque vous voyez Didier Manara, Manara fut du PPRD, des AG Matembo, ce sont même des gens qui ont géré dans ces pays. Maintenant, ils se retrouvent à la CENI, entre guillemets, une institution indépendante et apolitique, mais pendant qu'eux sont politiques. Donc, c'est une institution hautement politisée, la CENI. Alors, la meilleure des façons, c'est de faire confiance à l'administration congolaise, de laisser le secrétaire général de l'Intérieur, de doter le secrétaire général de l'Intérieur des moyens conséquents pour nous organiser les élections anticipées, même les référendums, pour que nous ayons une constitution légitime qui va engendrer les institutions du pays légitimes. Là, on ne va plus connaître les problèmes de nommer, président élu. Donc, nous aurons des présidents qui seront écoler le pays. Voilà. Donc, oui. Alors, Arnaud, justement, on va petit à petit vers la fin. Vous avez souligné la nécessité, justement, de faire en sorte que les élections soient l'émanation d'une révolution constitutionnelle et pour avoir une constitution démocratique. Mais l'actuelle ambition collée au régime actuel, au président, d'organiser la révision constitutionnelle, bute justement à certains dispositifs de la Constitution, notamment à l'article 219. Il est interdit d'organiser la révision constitutionnelle pendant l'état de siège ou l'état d'urgence. Pourquoi veut-on organiser à tout prix la révision constitutionnelle aujourd'hui? Selon vous, que cache cet état d'esprit de la part du régime en place? Oui, voilà pourquoi moi, je ne parle pas de la révision constitutionnelle. Parce qu'à l'est de notre pays, le président lui-même avait décrété l'état de siège. Donc, pendant cet état de siège ou d'urgence, on ne peut pas faire l'objet d'une révision de la Constitution. S'il faut aller dans le changement de la Constitution, le changement de la Constitution, avec cette classe politique, ça ne sera pas un changement au bénéfice de la population. Voilà pourquoi, face à cela, il y a une troisième voie de la réflexion dont je suis le géniteur. Laquelle? Je parle de la révolution constitutionnelle, qui est la troisième voie entre la révision et le changement. La révision, on ne peut pas réviser parce que nous sommes pendant l'état du siège. On ne peut pas non plus changer la Constitution avec cette classe politique. Parce que la classe politique va se retrouver autour d'un dialogue, discuter sur la nécessité des partages des postes. Et pour maintenant embrouiller le peuple congolais, on va devoir nous produire une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution-là sera toujours élaborée par un parlement illégitime. Voilà pourquoi moi je parle de la révolution constitutionnelle, qui est définie comme un changement qualitatif et profond pour la transformation de notre société par le peuple, pour le peuple. Alors, face à cela, j'aimerais que les scientifiques réfléchissent. J'aimerais que les politiques réfléchissent.
sur la connexions nécessité. Parce que avec si aujourd'hui, oui. Nous voulons réviser la Constitution pendant cet état de siège, nous allons violer la Constitution. Effectivement. Si aujourd'hui, nous changeons la Constitution avec cette classe politique des médiocres, une classe politique pourrie, des inconscients, la société congolaise ne sera pas transformée. Alors, voilà pourquoi la révolution constitutionnelle est importante. Nous allons faire la campagne sur toute l'étendue du pays sur la révolution constitutionnelle. Parce que le peuple doit comprendre ce qu'on entend par la révolution constitutionnelle. Ce n'est pas la révolution comme étant un mode d'accession au pouvoir. Non. Nous n'allons pas accéder au pouvoir, mais nous allons faire respecter la volonté du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple doit être considéré comme alpha et oméga. Pendant cet état des choses, Effectivement. moi, la révolution, ça sera une violation de la Constitution. À moins que le chef de l'État, puisse lever la mesure de l'état de siège. Maintenant, s'il levait la mesure de l'état de siège, quelles seront les matières qui vont faire l'objet de la révision? Parce que je l'avais entendu. Quelles sont les matières urgentes selon vous? Voilà. Les matières urgentes, s'il faut aller même dans cette idée-là de la révision de la Constitution, vous allez voir que les matières urgentes viendront toujours de la révolution constitutionnelle. Je vous donne un exemple. Nous devons c'est-à-dire la Constitution de notre pays doit nous dire, expressis verbis, la forme républicaine de l'État. Or, la Constitution actuelle ne nous a pas dit expressis verbis quelle est la forme républicaine de l'État. Voilà pourquoi nous recourons maintenant à la doctrine. La doctrine nous parle du régionalisme constitutionnel. Or, le régionalisme ne peut pas être confondu à la forme républicaine de l'État. Non. Donc, le pays au jour d'aujourd'hui est bloqué. S'il faut le débloquer, nous devons d'abord la Constitution doit nous dire la forme républicaine de l'État. Or, dans la forme républicaine de l'État, là, si nous voulons, lorsque vous lisez maintenant l'article 220, qui est une disposition intangible, interdit la révision en ce qui concerne la forme républicaine de l'État. Voilà maintenant la dichotomie. D'une part, la Constitution n'a pas dit la forme républicaine de l'État, et de l'autre part, la Constitution interdit à ce qu'il y ait la révision sur la forme républicaine de l'État. Le président de la République avait dit à un moment donné que les gouverneurs sont bloqués par les assemblées provinciales. C'est par là que j'avais compris que le pays a vraiment une crise d'hommes politiques. Les gouverneurs, si le président veut que les gouverneurs soient nommés et non élus, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, qui a comme mécanisme du fonctionnement du pays la décentralisation, va maintenant bloquer encore davantage le pays. Pourquoi? Parce que même... Mais c'est une matière intangible aussi. C'est une matière intangible aussi. C'est une matière intangible. Donc, ça va nécessiter. Vous allez voir que dans les matières dont le président veut réviser la Constitution, on ne peut pas réviser sur cette matière-là. Il a aussi les mandats. On le soupçonne aussi de vouloir changer les mandats. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le mandat, les mandats également ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque révision. Maintenant, est-ce que dans le changement de la Constitution, on peut changer y compris le mandat? Voilà maintenant la grande question de la révolution constitutionnelle. Parce que la révolution constitutionnelle permet au pays
d'avoir d'abord un acte constitutionnel de la transition, même d'une année. Et que le président actuel, comme il est dans son deuxième mandat, nous décrétons la transition au niveau des provinces ainsi que des institutions de l'État, sauf l'institution président de la République. Donc, lui va rester comme le garant de la nation, qui va veiller au bon fonctionnement des institutions, mais qui nous organise les élections anticipées législatives, nationales et provinciales, pour permettre au pays d'avoir une constitution légitime. Et que lui-même, président de la République, au prochain mandat, avec une nouvelle constitution, il ne sera plus candidat. Voilà maintenant la nécessité de la révolution constitutionnelle. Parce que si on change la constitution, sans pour autant passer le pays par une quelconque transition, avec un acte constitutionnel de la transition, donc nous allons permettre au président actuel de revenir encore après 2028. Donc la révolution constitutionnelle, dont je suis le géniteur, est venue pour mettre fin à la crise au pays, qui est venue mettre fin à la réflexion entre la révision ainsi que les changements de la constitution. Donc voilà pourquoi j'aimerais vraiment que le peuple congolais puisse consommer cette notion de la révolution constitutionnelle. Moi-même, je veux faire campagne de cette notion de la révolution constitutionnelle pour que les gens comprennent ce qu'on entend par la révolution constitutionnelle. Parce que c'est la révolution constitutionnelle qui peut mener notre pays au développement. Parce que là, le peuple va choisir ses dirigeants et va choisir même sa constitution et laisser l'administration congolaise de nous organiser des bonnes élections, des bons référendums et non la CENI. Donc voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, la révision ainsi que les changements ne sont pas opportunes. Rien que la révolution constitutionnelle qui est opportune. Donc nous allons faire en sorte que nous allons hausser notre temps pour faire comprendre au peuple congolais la nécessité de la révolution constitutionnelle. Parce qu'avec la révolution constitutionnelle, le président actuel ne va plus se représenter parce qu'il y aura un acte constitutionnel de la transition qui va lui interdire, après 2028, de briguer encore un autre mandat. Mais si nous sommes allés dans le changement de la Constitution, le président actuel risque de revenir encore au-delà de ces mandats prévus par l'actuelle Constitution légitime, dont lui-même aussi est légitime. Voilà la nécessité de notre réflexion sur la révolution constitutionnelle. Merci infiniment Arnaud Bombolo. Je rappelle que vous êtes notable d'Inguendé dans la province de l'Équateur. Vous êtes juriste et en train de mener des recherches sur les droits constitutionnels à l'Université de Kinshasa. Vous êtes également avocat de profession. Merci d'avoir répondu à notre préoccupation. Et je voulais sans doute rappeler que vous organisez un parti politique aussi, président de Alternance pour l'éveil patriotique, c'est ça? L'alternative 2028, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement sociopolitique, lumumbiste, qui a pour mission de faire réfléchir les Congolais à la nécessité de la révolution constitutionnelle pour que demain, le peuple soit alpha et oméga dans ces pays. Donc, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement social. Pourquoi un mouvement social? Merci infiniment, Merci infiniment à Nobobolo. Le temps, c'est le temps. Nous allons justement nous arrêter là et nous espérons vous avoir très prochainement pour notre point de vue sur des questions d'intérêt national en République démocratique du Congo. JER-FM, c'est votre média. Vous avez donc la possibilité de l'écouter en streaming et cette émission vous est proposée justement sur YouTube, sur le site de cette radio. Merci infiniment à tous les internautes de partout à travers le monde, de tous les continents à travers la planète d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Peter Abraham, également Julien Omandé, à tous et à chacun. Je vous dis merci d'avoir écouté votre émission et à la prochaine.